Mesdames, Messieurs, bonsoir. Regain de l'insécurité dans la région de l'Est du Cameroun. Un coupeur de poids de routier sur un véhicule de transport à Colominé dans l'arrondissement de Ngoura. Bilan 7 blessés, dont un cas grave. Des événements qui se produisent au moment où le ministre en charge de la Défense effectue en ce moment même une visite dans cette partie du Cameroun. Nous en saurons davantage sur les circonstances de cet incident avec notre correspondant permanent à Bertois dans ce journal. Et puis le transport est perturbé à la Camerco depuis dimanche. Ce jour, l'on a découvert le corps d'un jeune homme dans l'écran d'atterrissage de l'un de ses avions à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle de Paris. En attendant les résultats qui devraient notamment porter sur l'identification de la victime, l'interrogation est celle de savoir comment ce clandestin a réussi à déjouer la sécurité à l'aéroport international de Douala. Enfin, Issa Ayatou, élevé au rang de commandeur de l'ordre national de la valeur. Le président de la CAF a reçu cette distinction ce jour à Yaoundé, au moment même où il y a du rebondissement dans l'affaire à FECAFOOT. MINSEP, 22 membres du comité exécutif de la FECAFOOT viennent d'écrire à la FIFA, lui demandant d'ignorer la décision, la lettre envoyée par 4 vice-présidents de l'instance fêtière du football camerounais. Mesdames, Messieurs, ces titres et bien d'autres vous seront développés dans un court instant. Ouvrons cette édition d'information par ce mouvement d'humeur à la Camerounti Estate à Boya, c'est dans la région du sud-ouest Cameroun. Les employés de la dite société ont pris d'assaut l'esplanade de la région des services du gouverneur, réclamant ainsi le paiement de 15 mois d'arriérés de salaire. Les précisions avec Derrick Diator et Viviane Kamoa. C'est la mine des fêtes et la mort dans l'âme que les ex-employés de la Camerounti Estate ont de nouveau pris d'assaut l'esplanade de la région du sud-ouest. Assis à même le sol, ces quinquagénaires attendent patiemment que leur dû leur soit réglé. Ils nous avaient demandé d'aller attendre. Voilà bientôt 15 mois. On continue de nous faire des promesses. Pour pallier au problème, une réunion de crise s'est tenue à la région entre le gouverneur et les représentants des ex-employés. Des rapports sont venus du ministère des Finances. Après les avoir donc traités, le gouverneur est allé à la rencontre du ministre pour qu'il résolve le problème. Au sortir de cette rencontre, la date de paiement reste incertaine. Pour ces ex-employés, hors de question de rentrer sans argent. Ils menacent de rester là jusqu'à l'arrivée de Paul Biya. Bon, maintenant que nous sommes là, nous voulons plus d'explications. On ne peut pas continuer à nous tromper. Nous voulons notre argent et nous ne voulons plus, nous ne voulons rien savoir d'autre. Restons dans la région du sud-ouest pour parler cette fois-ci de l'affaire Charles Metouk, l'ex-directeur général de la Sonara. John Ebongole nie avoir autorisé Charles Metouk d'entrer à la Sonara après son limogeage. Le président du conseil d'administration de la Sonara a été entendu hier au tribunal de première instance de Limbé. Les précisions avec Jean-Paul Chignac. L'affaire Charles Metouk pourrait prendre une tournure décisive avec les dépositions de John Ebongole à l'audience d'hier au tribunal de première instance de Limbé. Le président du conseil d'administration de la Sonara, appelé à comparaître comme témoin dans cette affaire, nie en bloc les ordres qu'il aurait donnés à Charles Metouk d'intégrer son bureau après son limogeage au poste de DG de la Sonara. Devant la cour, John Ebongole a déclaré ne pas reconnaître le document qu'il aurait délivré à l'ex-DG, l'autorisant à se retrouver dans l'enceinte de l'entreprise. La signature qu'il porte ressemble à ma signature. Il porte la date du 15 février alors que j'ai signé le document le 18 février 2013, conclut-il. Pendant sa comparution, John Ebongole n'épargne pas le conseiller juridique de la Sonara. Et Dingele, à l'en croire, aurait donné une injonction au PCA. À l'arrestation de l'ex-DG, confie-t-il, et Dingele lui avait téléphoné demandant d'accepter avoir pris cette initiative au cas où il est interrogé au sujet du document querellé. Le conseiller juridique Dingele refute les déclarations du PCA selon lesquelles il avait scanné sa signature pour fabriquer le dit document. L'affaire a été renvoyée au 9 avril pour cross-examination du PCA par les avocats de la défense et le ministère public.
On parle toujours dans les tribunaux pour parler du cas de Madame Kontchou qui aurait été libérée. L'ex-épouse du ministre de la Communication, Augustin Kontchou-Komini, l'ancien ministre, aurait donc été libérée hier par le juge d'instruction. Cette dernière a été en détention provisoire pour faux et usage du faux depuis plusieurs mois à la prison centrale de Nubel. Les précisions avec Sylvestre Hippolyte Zangaou. Mois qu'elle était détenue à la prison centrale de Nubel pour faux et usage de faux. Depuis ce lundi, des sources annoncent la mise en liberté de Françoise Kontchou, épouse de l'ex-ministre de la Communication, Augustin Kontchou-Komini. Elle a été acquittée par le juge d'instruction au tribunal de grande instance du Vouri. Selon ces mêmes sources, 3 autres personnes impliquées dans la même affaire auraient également retrouvé leur liberté, tandis que les autres accusés poursuivent leur séjour à la prison centrale de Nubel pour avoir été reconnus coupables. Un rappel, cette affaire remonte au mois de juillet 2012. Elle porte en effet sur une transaction douanière de plusieurs millions de francs CFA. Paul Viol, maire de Massock-Son-Lelou, par ailleurs chef d'une entreprise de travaux publics, aurait importé des engins pour un chantier de terrassement et de construction de routes dans la région du Sud, au port de Douala, et il confie le dédouanement à un déclarant en douane qui lui aurait donné l'assurance de travailler avec des partenaires ayant de solides relations à la présidence de la République et au ministère des Finances. Pour éviter de payer plusieurs millions de francs CFA de dédouanement, le maire de Massock-Son-Lelou, mort à la maison de Pierre Bianda, le déclarant en douane. C'est alors que des semaines plus tard, un document portant en tête et ceux de la présidente de la République demandant au ministre des Finances d'accorder une exonération des frais de douane pour des engins prétendument destinés à la garde présidentielle. Seulement, quelque temps après le dédouanement, le document est détecté comme étant faux. Le réseau est alors démantelé et parmi les personnes arrêtées puis mises en détention provisoire à la prison centrale de Nubel figurent Françoise Kontchou et Paul Viol, le maire de Massock-Son-Lelou, qui va s'évader plus tard alors qu'il est interné à l'hôpital à Quintini de Douala. En éducation, on reparle de la rentrée du 3e trimestre, 2 jours après. Si l'on se félicite de l'effectivité de cette rentrée à l'école publique de la Cité Verte, c'est à Yaoundé, il n'en demeure pas moins que le problème du manque d'équipement se pose avec acuité. La plupart des élèves continuent de suivre les cours assis à même le sol. C'est le constat fait dans ce reportage de Yannick Bazoua. L'image blesse, mais hélas, ces 2 petites filles n'ont pas le choix. Assises à même le sol, en ce premier jour de rentrée du 3e trimestre, faute de table banc, elles suivent la leçon dispensée par leur maîtresse. Nous sommes à l'école publique de la Cité Verte, arrondissement de Yaoundé 2, département du Fundi, dans la région du centre. Cette dégradante image met en exergue le problème de table-banc qui sévit dans cette école. Nous avons un problème de table-banc. Dans des salles de classe, il y a certains élèves qui sont assis à même le sol. Les enfants se bousculent toutes les récréations parce qu'il faut porter les tables-bancs pour aller à gauche, à droite. Pendant les différentes pauses, les écoliers se livrent à un jeu de vol de table-banc d'une classe à l'autre. Un jeu de passe-passe qui échappe au contrôle du corps enseignant impuissant devant cette situation. Actuellement, les quelques tables bancs qu'on y trouve, mais en mauvais état, accueillent 3, 4, voire 5 élèves. Véritablement, l'école publique de la Cité Verte ne finira pas d'essuyer ses misères. Il y a presque 2 ans, un violent orage s'emparait de la toiture. Après la réfection des bâtiments, c'est autour de la problématique des tables bancs que tourne l'école. Une image choquante, fruit d'une négligence hiérarchique. Du moment où, à plusieurs reprises, l'autorité municipale de Yaoundé 2 a été saisie par le corps enseignant. Pendant que celle-ci reste muette et indifférente à cette situation, les pauvres écoliers continuent de broyer la violente fraîcheur du ciment. Je souhaiterais que l'État, si l'État encore peut faire des efforts pour nous accorder cette grâce d'avoir les tables bancs.
Eh bien, comme l'annonçait à l'entame de cette édition d'information, le corps sans vie d'un jeune homme a été retiré du train d'atterrissage de l'un des avions de la Camerco à Roissy-Charles de Gaulle, c'est l'aéroport de Paris en France. Ce corps non identifié, c'était donc dimanche dernier. Les circonstances de ce drame dans ce reportage de Serge Alaoutou. Pas inaperçu et suscite l'émoi. Un homme que l'on retrouve mort dans le train d'atterrissage d'un avion long courrier ralliant Douala à Paris via Yaoundé. Le vol a atterri à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle un peu avant minuit, ce 7 avril. Notre vol 102 parti de Douala le 7 est arrivé à Paris le 8 au matin. On a constaté dans le train d'atterrissage la présence d'un corps inanimé. Les services de la police française requis ont pu établir qu'il s'agissait d'un jeune homme dont l'identité jusqu'alors profonde ne nous est pas encore portée à connaissance. Mais tout porte à croire au terme des premières informations que nous avons que ce serait un jeune homme dont l'âge se situerait sous réserve de ce que les services médicaux donneront en précision entre 17 et 30 ans. Difficile jusqu'ici d'identifier, encore moins de savoir, selon la direction de Camerco, où aurait embarqué ce passager d'un autre genre. Mais au regard du dispositif sécuritaire qui entoure la plateforme aéroportière, on se demande comment cela a été possible. Les investigations en cours vont dans le sens d'établir les circonstances dans lesquelles ça a pu se passer. Pour la simple raison qui veut que, à la connaissance de presque tous ceux qui côtoient les zones aéroportuaires, la zone de manœuvre des aéronefs et la piste sont des zones d'accès restreints qui sont généralement sous contrôle. C'est la raison pour laquelle ce sont des investigations qui ont cours, qui nous feront savoir exactement les conditions dans lesquelles ce passager a pu se retrouver dans le train arrière de notre avion. Cet autre cas remet au goût du jour le sempiternel problème de l'immigration clandestine. C'est donc... Les coupeurs de route sont de retour dans la région de l'Est du Cameroun. Eh bien, ils ont pris à partie un véhicule de transport en commun à Colominé, c'est dans l'arrondissement d'Ongoura. Ils ont tiré sur ce véhicule, faisant 7 blessés, dont un cas grave. Pour en savoir davantage sur ces drames survenus au moment même où le ministre camerounais en charge de la Défense effectue une visite dans cette partie du pays, nous tentons d'envoyer Benjamin Essam. Benjamin, bonsoir. Bonsoir, Benjamin Essam. Bonsoir. Voilà, vous êtes en direct sur le 20h sur Equinox Télévision. Bon, dites-nous, avant de revenir sur les circonstances de ce drame, est-ce que la vie du jeune élève qui a été atteint par la balle au niveau de la tête, est-ce que ses jours sont en danger? Il devrait se porter mieux dans les prochains jours. Son état de santé n'inquiète plus tant sa prise en charge a été effective. Le sous-préfet de Bouba, Adams Tomboka, l'ayant personnellement conduit au service des urgences de l'hôpital régional de Bertois. Tout de même, le patient n'est pas encore capable de raconter la scène. Alors, Benjamin Sam, est-ce que tu peux revenir sur les circonstances de ce drame qui est survenu il y a quelques jours à Colominé, c'est dans l'arrondissement d'Ongoura. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Disons que l'attaque a eu lieu aux premières heures de la matinée du 8 avril 2020. 7 passagers avaient pris place à bord d'un taxi brousse pour se rendre à Tongo-Gadima. C'est à 15 km de l'arrivée que le petit véhicule est stoppé qui ouvre le feu sur les occupants. Selon les voyageurs, il s'agissait de 6 individus armés de pics de fabrication artisanale. Ils ont le temps de dépouiller leurs victimes avant de s'évanouir dans la fosse. Sur le carreau, des blessés et surtout cet élève du lycée de Kiwa Yangamou qui reçoit une balle dans la tête. Alerté, le sous-préfet de Ngoua arrive sur les lieux, informe sa hiérarchie et conduit les blessés à l'hôpital régional de Bertois.
Voilà, Benjamin Sam, comment comprendre ce regain de l'insécurité dans la région de l'Est Cameroun au moment où l'on signale la visite du ministre camerounais en charge de la Défense, Edgar Alem Bungo. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer ce regain d'insécurité, malgré également la forte présence du BIR, le bataillon d'intervention rapide? Disons qu'après cette attaque, la gendarmerie et le BIR ont investi la zone afin de rattraper ces hors-la-loi. Et l'incident survient, et vous l'avez dit, au moment où le ministre délégué à la présidence du chargé de la Défense effectue une visite dans le soleil levant. Mission spéciale confiée à Edgar Mbungo par le président de la République suite aux événements récents survenus en République centrafricaine. Le ministre s'est rendu à Garoua-Boulaye, à Kenzou, Gari-Gombo, des zones constamment secouées par les assauts à répétition des assaillants africains. Et dans sa déclaration à la presse, au terme de cette randonnée, le ministre de la Défense dit avoir effectué une mission d'évaluation de la situation sécuritaire à l'Est. Je réserve naturellement la primeur au chef de l'État, a-t-il conclu. Voilà, merci Benjamin et Sam pour ces informations sur ce regain de l'insécurité dans la région de l'Est Cameroun. Au cours de nos prochaines éditions, dans d'autres circonstances. La suite de cette édition d'information, on parle à présent des habitants du quartier Nkolbikok, c'est dans la ville de Yaoundé, qui seront bientôt à l'abri des glissements de terrain. Un coup de mur de soutènement est en cours de construction sur la zone à risque, quoique les propriétaires du site se plaignent de n'avoir pas été dédommagés. Marcelin Gansop. Quartier Kolbikok, non loin du carrefour de la Cité Verte. Des ouvriers s'activent dans ce chantier depuis 2 semaines. Ils ont la lourde mission de bâtir ici un mur de soutènement qui prendra la forme d'un escalier. L'avenir des maisons d'habitation situées plus haut en dépend. Si la menace d'éboulement de ce terrain ne date pas d'aujourd'hui, elle a tout de même pris une ampleur inquiétante ces dernières semaines à la faveur du retour des pluies. Et depuis lors, les populations ont perdu carrément le sommeil. Et pourtant, malgré cette menace permanente, elle reste maintenue sur les lieux. Seuls les locataires ont déménagé pour s'installer ailleurs. On a peur, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? On supporte ça comme ça. Les secousses provoquées par l'activité des engins ont déjà fait des dégâts. Comme tu me vois là, je dors sur le sol. Je vis comment? Je vis même malgré moi maintenant. Un jour, on va entendre que les gens sont morts en Kolbikok. Mais faute de mieux, les riverains s'en remettent au Seigneur pour protéger leur vie. On ne sait pas du jour au lendemain, le genou peut tomber, on peut descendre. Ça veut dire qu'on attend la mort, puisque si ça arrive, on ne sait pas si on va vivre ou pas. Regardez ma maman à son âge, elle va aller louer. Elle va aller louer, elle va rentrer au village. Ce terrain appartient à un particulier qui ambitionne d'y bâtir un immeuble de 6 étages. Après le récent éboulement, il a logé certains sinistrés dans les hôtels en promettant de faire plus pour dédommager les populations affectées par ces travaux. Ils ont là-bas dit qu'ils allaient nous envoyer à l'occasion pour 6 mois. Et jusqu'à maintenant, nous sommes là en attente. Je ne peux pas passer, j'attends le dédommagement, je vais partir ou je vais aller rester en route. Je ne peux pas aller rester en route. Je dors sur le sol et que je peux attraper bien la maladie là. Lui, il est là, carrément, il dort chez lui, mais nous souffrons ici. Il dit partout qu'il nous a dédommagé, on ne veut pas partir. Ça devient quoi? Les travaux de sécurisation de cette zone à risque, entamés il y a 2 semaines, sont financés par le budget 2013 de la communauté urbaine de Yaoundé. L'entreprise s'adège à 3 mois pour livrer ce chantier sur lequel repose l'espoir des populations installées ici depuis belle lurette. Mais avec les pluies qui s'abattent régulièrement dans la capitale, il y a fort à parier que ce délai connaîtra une rallonge. En sport, Issa Ayatou, élevé à la dignité de commandeur de l'ordre national de la valeur. Cette haute distinction du président de la République a été remise ce jour à Yaoundé au président de la CAF. Marcelin Gansop. Salle comble ce mardi après-midi pour honorer un digne fils du terroir. Issa Ayatou a été élevé à la dignité de commandeur de l'ordre national de la valeur par le président de la République. Cette haute distinction lui est remise par le patron des sports, Adoum Garoua. Salue la riche, dense
et exceptionnelle carrière de l'élu du jour. Issa Hayatou écrase une larme au moment de remercier le président de la République pour cette haute marque d'attention. C'est un sentiment de fierté qui m'anime et ça m'interpelle aussi. Il faut absolument que je double d'efforts pour pouvoir atteindre les objectifs que le peuple africain attend du football africain. Bâtisseur et architecte infatigable du football africain des temps modernes, le Camerounais a été de tous les combats qui ont structuré la montée en puissance du football continental. Sous son règne, la Coupe d'Afrique des Nations est passée de 8 à 16 pays. À la Coupe du monde de football, on est passé de 2 à 5 pays africains participants. Des lauriers et bien d'autres à mettre à son actif. Lui qui a su se mettre au-dessus de la mêlée de par ses compétences managériales. J'ai connu depuis une cinquantaine d'années. J'ai toujours voulu l'imiter par sa, disons, maturité. Et Adoum Garoua de dire que le président de la République avait vite senti le coup en acceptant de parrainer sa candidature au comité exécutif de la CAF en 1986. Et 2 ans plus tard, Issa Hayatou a fait le grand saut pour la présidence de cette institution et vient d'entamer un 6e mandat à sa tête. Il a en tout cas pris l'engagement de continuer dans la même lancée pour l'honneur de sa patrie. Eh bien, à côté de cette distinction du président de la CAF, on parle de ce rebondissement dans l'affaire FECAFOOT. Le ministère des Sports, eh bien, 22 membres du comité exécutif de la FECAFOOT demandent à la FIFA de ne pas considérer la lettre envoyée par John Begelinde et Somba Eyenga et compagnie. Ils disent que ces derniers ont violé les textes de la fédération et entendent ainsi poursuivre le processus que le ministre des Sports et de l'Éducation physique veut suspendre. Je propose à présent de suivre la réaction du vice-président de la FECAFOOT, Francis Mveng, est au micro d'Equinox Télévision. Nous tenons à relever que ce comité d'urgence est tenu de manière informelle. Ceci sans convocation de son président conformément à nos statuts, notamment à son article 48. Par ailleurs, le comité d'urgence ne fait pas partie des organes statutaires de la FECAFOOT qui sont l'Assemblée générale, le comité exécutif, les organes juridictionnels. Par contre, le comité d'urgence s'est réuni à l'initiative de son président entre 2 sessions du comité exécutif et en cas de nécessité. Ces décisions doivent être validées par le comité exécutif à sa session suivante. Nous, membres majoritaires du comité exécutif de la FECAFOOT, 22 membres sur 29, signataires de la présente lettre, venons par la présente manifester notre volonté inébranlable d'exécuter les résolutions de l'Assemblée générale et du comité exécutif de la FECAFOOT du 26 mars 2013, dont ampliation vous a été faite de poursuivre le processus électoral conformément au texte en vigueur tel que prévu par le calendrier arrêté par la FECAFOOT, tout en restant, et ceci de manière constante, ouvert à toutes les concertations initiées par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Une affaire qui devrait donc connaître une évolution. Les jours à venir, mesdames, messieurs, c'est au bas de cette page sportive que nous mettons un terme à cette édition du 20h. Retrouvez juste après cette édition d'information spéciale Sénat. Joseph Fénelon-Maropsen vous invite avec ses invités. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure.